Messieurs, dames, bonjour. Ah, j'ai pas de retour, moi, de mon côté. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous pouvez me confirmer? Ah, si, c'est bon. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez, que vous me voyez? Un petit message dans le chat pour me dire que c'est OK. Oui, bonjour, oui. Donc, si vous répondez, c'est que c'est bon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire consacré au congé paternité et accueil de l'enfant. On avait fait le congé maternité le mois dernier. Ce mois-ci, on fait le congé paternité. Avant, on faisait un webinaire pour les deux en même temps. On a considéré qu'il y avait quand même pas mal d'informations à vous donner et ça pouvait être intéressant de diviser en deux. Donc, voilà, maternité le mois dernier. Vous retrouvez le replay sur notre chaîne YouTube et le congé paternité, donc ce mois-ci. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Je me présente, Julien, je suis chargé de relations entreprises à la CPM de Meurthe-et-Moselle. Je serai votre animateur pour ce webinaire de à peu près 30-45 minutes, ça dépend en fait si vous avez des questions. Bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de mon acolyte Eric, qui vous dit passe le bonjour et qui sera là pour répondre à vos questions via le bloc Q&R qui se trouve normalement en bas de votre écran. Ça nous permet de bien enregistrer les questions et de pouvoir y répondre. Le support, vous l'aurez bien sûr. On a encore une session jeudi, donc on vous l'enverra fin de semaine. Vous aurez le support, le replay. Euh, voilà, tout simplement. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas, hein, je le disais, à les poser. On est là pour y répondre également. En plus des informations qu'on va vous donner, on va d'ailleurs vous parler de la réglementation donc du congé paternité, le dernier jour de travail avec des cas particuliers. C'est une des plus grosses, on va dire, sources d'erreur, entre guillemets, sur les signalements DSN ou les attestations nette entreprise qu'on peut recevoir. C'est ce fameux dernier jour de travail, comment ça fonctionne. Et on verra notamment en complément le signalement en DSN, la saisie sur net entreprise pour l'attestation de salaire et éventuellement des informations complémentaires dont je vous parlerai. Et à la fin, alors les contacts, le prochain webinaire et deux, trois informations pour clôturer cette session. Alors, premier point, la réglementation. Qui peut bénéficier du congé paternité, peuvent prétendre aux indemnités journalières paternité, le père de l'enfant. Alors, en couple ou séparé hein, de la mère, ça n'a pas d'importance, séparé, divorcé, voilà. Le père de l'enfant et ou le conjoint de la mère, la personne en pax avec la mère, la personne en vie maritale avec la mère, on peut être amené dans certains cas à verser deux congés paternité et accueil de l'enfant, c'est pour ça que ça s'appelle également et accueil de l'enfant, parce que ça peut être pour le père et la personne qui vit avec la maman au moment de l'accouchement, par exemple. Donc ça peut être pour ces personnes-là. Droit au congé, quelle que soit l'ancienneté, la nature du contrat, CDI, CDD, temps partiel, intérimaire, saisonnier, quelle que soit la nature du contrat, on a droit au congé paternité. Il y a bien sûr des conditions d'affiliation pour pouvoir en bénéficier. Donc l'assuré doit justifier d'une période minimale d'affiliation à titre personnel en qualité d'assuré social au début du congé paternité de 6 mois. Vous pouvez être assuré depuis 6 mois donc à un régime de sécurité sociale. Conditions de salariat, 150 heures travaillées, de travail salarié ou assimilé au cours des 3 mois suivis le précédent congé en paternité. On retrouve les notions que vous connaissez en maladie, hein, c'est somme toutes les mêmes. Donc, soit 150 heures travail salarié ou assimilé au cours des 3 mois civils précédant le congé paternité, ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1015 fois le SMIC horaire sur les 6 mois civils précédents. Si ces conditions ne sont pas réunies, ou alors si on est sur une activité discontinue, à ce moment-là, on va doubler, on va même quadrupler pour le nombre d'heures. C'est 600 heures sur l'année civile précédant le congé paternité, ou 2000, avoir cotisé sur un salaire équivalent à 2030 fois le SMIC horaire sur les 12 mois civils précédant le congé paternité également. L'objectif pour nous, avant de savoir combien on peut payer, c'est de savoir est-ce qu'on peut payer. On va toujours essayer d'aller chercher cette fameuse condition d'ouverture de droit parce que bah, derrière, ça nous permet de payer quand même l'intégralité du congé paternité. Alors, je le disais tout à l'heure, un droit au congé, quelle que soit l'ancienneté du contrat, mais surtout, si l'ouverture de droit n'est pas remplie lors de la première période, le refus de prise en charge du congé vaut pour toutes les périodes. C'est-à-dire que vous le savez, on va le voir de toute façon, le congé paternité, il est fractionnable. À partir du moment où on a l'ouverture de droit à la première période, tout est OK, nombre d'heures, etc. À ce moment-là, on va pouvoir prendre en charge l'intégralité du congé paternité, qu'il soit divisé ou pas, qu'il soit fractionné ou pas. Par contre, à l'inverse, c'est ce qui est noté sur la diapo, si on n'a pas l'ouverture de droit au moment de la première période du congé paternité, fractionné ou pas, on ne prendra pas en charge l'intégralité du congé paternité.
Donc ça a quand même son importance parce qu'on pourrait avoir l'ouverture de droit à la première période, mais pas la deuxième, on prend quand même en charge, et vice-versa, on ne prendrait pas en charge. Hein, donc notion extrêmement importante de cette notion d'ouverture de droit et surtout du fait qu'on se concentre sur la première période et ça vaut pour tout le congé paternité. Une fois qu'on a l'ouverture de droit et qu'on sait exactement qu'on peut payer, alors on va s'attacher de savoir combien on va payer. Et là, on a le calcul, bien sûr, de l'indemnité journalière. Alors, le cas général, c'est les salaires bruts moins 21% des 3 mois de référence divisé par 91,25. Alors, on va prendre les 3 mois civils précédant le congé paternité. Comme un arrêt maladie, en fait, c'est exactement le même principe. On a un congé paternité au mois de mai. On va prendre février, mars, avril comme période de référence. On va prendre les salaires bruts moins 21%. C'est un abattement forfaitaire de 21%, ce qu'on appelle, nous, le net paternité ou le net maternité. Donc, ce n'est pas les cotisations sociales exactement payées par l'employé, par le salarié. On est sur un forfait à 21%. Donc, salaire brut moins 21%. On additionne tout ça et on divise par 91,25 très précisément, sachant que en maladie, normalement, on divise par deux. Hein, c'est 50% de ce salaire journalier. Là, pour le coup, on est sur du 100% du net, en quelque sorte. Si on est sur une activité discontinue, on retrouve les mêmes notions que sur la période de calcul d'ouverture de droit. On va aller sur un an. Donc, c'est 12 mois de référence divisé par 365 au lieu des 3 mois. Un petit exemple pour vous donner ce que ça donne. Pour un salarié en congé à paternité au 15 mai, pour un salaire mensuel de 3 500 euros brut, pour l'exemple, on a un dernier jour de travail au 14 mai, ça on va voir le dernier jour de travail. Période de référence, je le disais, février, mars, avril. On a le même salaire tous les mois, c'est plus simple. Calcul de salaire réduit, donc on prend 3 500 moins 21%, ce qui nous fait 2 765 euros. Ça, c'est le salaire à indiquer sur l'attestation de salaire. Quand on est sur Net Entreprise, c'est calculé automatiquement quand on est en DSN. Donc, on calcule 2765 fois 3 divisé par 91,25, ça nous fait une indemnité journalière à 90,90 euros, sachant que le plafond de 2025, c'est 101,94 euros. Donc là, on verse l'intégralité de l'indemnité journalière. Pour rappel, en maladie, on est sur, quand on prend 50% justement de calcul, on est sur une AJ maximum à 41 euros. Donc là, on est quand même à 101 euros. Que ce soit en paternité, maternité, c'est le même montant. Donc, ce 90,90 € dans l'exemple, sachant qu'il n'y a pas de carence. Donc, on prend en charge dès le premier jour, donc soit payé directement à l'assuré, soit en subrogation. Ça fonctionne également comme pour la maladie, on paye à l'assuré ou on vous paye à vous en tant qu'employeur pour reverser derrière. Ça, c'est selon les informations que vous nous mettez, bien sûr, sur l'attestation de salaire. Au niveau de la durée, vous le savez maintenant, c'est rentré dans nos habitudes. On a un congé paternité qui a été allongé donc il y a 3 ans et qui aujourd'hui est de 25 jours en cas de naissance simple, donc un seul enfant, 32 jours en cas de naissance multiple. Ce congé paternité vient s'ajouter aux 3 jours de congé employeur qui sont légalement prévus par le Code du travail. Donc on a 28 et 35 selon la situation. Il peut être pris en une ou plusieurs fois. Ça peut être pris en une seule fois, c'est possible, mais il peut être fractionné parce que l'État s'est dit on ne peut pas imposer une absence d'un mois direct à un employeur, sachant que le futur papa peut vous prévenir seulement un mois avant le congé paternité. Donc, il peut être pris en une ou plusieurs fois dans un délai de 6 mois à compter de la date de naissance, sachant que la dernière période, s'il est fractionné, doit débuter avant la fin des 6 mois, enfin, dans les 6 mois suivant la date de naissance, mais il peut se terminer après. D'accord? C'est pas tout doit être posé à l'intérieur des 6 mois suivant la date de naissance. Il débute dès la fin du congé naissance employeur par une première période obligatoire d'une durée minimale de 4 jours. Alors ça c'est une notion extrêmement importante. On va justement revenir dessus. Donc on a le congé employeur, 4 jours minimum obligatoire, vous le voyez sur le schéma, et derrière des périodes complémentaires éventuellement si c'est fractionné. Donc on le disait, pris en totalité dès le départ, c'est possible, voire 2 ou même 3 fois. Donc il y a les 7 jours minimum obligatoires dès le départ, c'est-à-dire 3 jours conventionnels de l'employeur qui sont en jours ouvrables. Donc, c'est-à-dire du lundi au samedi. Donc, on compte pas les dimanches, on compte pas les jours fériés. Et 4 jours minimum assurance maladie jusqu'à la totalité du congé, ça c'est possible, mais c'est 4 jours minimum suivant les 3 jours conventionnels, sachant que nous, on est en jour calendaire, donc du lundi au dimanche, à 365 jours par an. C'est 5 jours minimum pour les deux autres périodes fractionnées, c'est-à-dire qu'on peut poser 7 jours au départ,
au total, pardon, au départ minimum. Et derrière, on peut poser, donc, on peut fractionner en deux autres périodes, sachant que chaque période doit faire minimum 5 jours. Donc pareil, c'est une notion sur laquelle il faut être vigilant, puisque on ne peut pas poser par exemple 23 jours au total, et puis derrière, il resterait 2 jours qu'on ne peut pas poser parce que la dernière période doit faire 5 jours minimum. Hein. Donc vigilance aussi par rapport à cette notion-là. Je le disais juste avant, deuxième et troisième période, possible de respecter une durée minimale de 5 jours en fonction du reste à prendre après la première période. Donc, et encore une fois, rappel, il s'agit de jours calendaires pour nous, contrairement aux congés conventionnels qui sont en jours ouvrables. Donc nous, on inclut les week-ends et jours fériés. Donc ça, c'est des notions hein, qui, à mon avis, sont quand même assez intégrées que vous avez. Donc cette période de 25 jours qui est fractionnable. Alors, pouvez-vous axer sur le découpage des périodes avec les week-ends, sachant que les salariés cherchent à optimiser les périodes hors week-end? De toute façon, on va parler du dernier jour de travail et de comment ça peut s'articuler, effectivement, Jean-Pierre. Le dernier jour de travail correspond au dernier jour du congé naissance employeur. Donc déjà, ça va être une notion derrière où justement on va intégrer les week-ends. Donc ça, c'est le point de départ. Et d'ailleurs, je le disais, c'est souvent une des plus grosses raisons des rejets des attestations de salaire. Le dernier jour de travail correspond au dernier jour du congé naissance employeur. Le départ du congé naissance employeur, c'est dès la naissance ou le premier jour ouvrable suivant. Donc c'est pas 15 jours après, c'est pas une semaine après, c'est pas il y a eu une naissance le vendredi, donc je fais partir ça le lundi. Non, c'est le jour de la naissance ou le premier jour ouvrable suivant. Donc en jour ouvrable, jour semaine, hors dimanche et jour férié, et dans la foulée, les 4 jours minimum obligatoires CPAM du lundi au dimanche. Qu'est-ce que ça nous donne avec un petit schéma? On a une naissance le jeudi 14. Jeudi 14, donc on va avoir le congé employeur jeudi 14, vendredi 15, samedi 16. Et à ce moment-là, on aura dimanche, lundi, mardi, mercredi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, oui, qui suivent, pour le congé paternité CPM. Donc ça, c'est le cas qui est en haut de la diapo, avec un congé employeur dès le départ, dès le jour de naissance. Autre cas de figure, on a une naissance le jeudi 14. Par contre, on a un congé employeur qui va commencer le lendemain, le premier jour ouvrable suivant la naissance, donc c'est-à-dire le vendredi 15 dans l'exemple. Donc on a vendredi, samedi, lundi pour le congé employeur. Et à ce moment-là, on aura mardi, mercredi, jeudi, vendredi pour le congé paternité de la CPAM. Donc deux DJT différents. DJT le 16 parce que c'est le dernier jour du congé employeur, on le voit dans la partie du haut, ou DJT le 18 puisque c'est le dernier jour du congé employeur, on le voit dans la partie du bas. Donc là, en fait, ça va être fonction, donc vous, à voir effectivement avec le salarié comment ça s'organise, puisque vous voyez que là, et encore, il n'y a pas de jour férié, là on a juste le dimanche qui vient s'intercaler dans ce congé employeur. Ça peut tout à fait changer la donne en termes du nombre de jours et en termes de DJT surtout. Nous avons embauché à Custine au 1er octobre 2025 un salarié qui a été muté d'une autre entité de Paris à Custine. Il a eu une période de paternité du 2 mai au 8 mai, puis du 18 août au 28 août. Sur l'ancienne entité, il prend du 8-10 au 17-10 pour le congé, pour clore le congé paternité. Oui. Bon, du coup, Nathalie, il n'y a rien qui me choque, à moins qu'il y ait une question particulière. Les jours ouvrables sont du lundi au vendredi, jour travaillé pour les salariés. Doit-on tout de même compter le samedi dans les jours de nos employeurs? Alors oui, Catherine, parce qu'il ne faut pas confondre jour ouvré et jour ouvrable. Là, c'est encore aussi la différence. Jour ouvré, on est du lundi au vendredi. Par contre, les jours ouvrables, c'est du lundi au samedi. Et les jours calendaires, c'est du lundi au dimanche. Donc le congé employeur, on est bien sur du jour ouvrable. Donc il faut bien sûr compter le samedi. C'est clair pour tout le monde l'exemple. Donc cette notion hein, de jour ouvrable, de dernier jour de travail, de début de congé employeur sont extrêmement importants. Alors sachant que dans certaines entreprises, ça c'est le code du travail, c'est 3 jours, il y a des avantages conventionnels qui font qu'on peut avoir 4 voire 5 jours. Auquel cas, il faut nous prévenir quand vous avez par exemple 4 jours de congé employeur, parce que nous, le calcul de DGT, il se fait automatiquement. Et si on a un DGT qui est décalé d'une journée, on va dire bah non, c'est pas bon, ça correspond pas. Merci de poser les dates comme il faut. Alors que bah, vous avez fait les choses correctement, simplement d'un point de vue conventionnel, vous avez 4 jours et non pas 3. Si le salarié intérimaire ne travaille samedi, est-ce que le samedi doit être compris dans les 3 jours naissance? Oui. Oui, oui. C'est 3 jours qui se suivent du lundi au samedi, sans compter les jours fériés.
Alors, donc ça c'était pour la première période et tout simplement pour les périodes deuxième et troisième période par exemple, ça pourrait répondre à votre question tout à l'heure que vous avez posée sur comment ça se gère pour les week-ends. Le dernier jour de travail correspond à la veille de la période déclarée. Donc vous avez une période qui est posée, le DJT, c'est la veille. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc la période de référence, c'est les 3 mois qui précèdent le DJT, comme pour un arrêt maladie. Bonjour, une naissance le samedi, le congé employeur démarre le lundi. Alors Nathalie, c'est une bonne question. Bah, du coup, on se retrouve avec le cas précédent. Donc ça peut être une naissance le samedi, on va le voir sur le schéma là. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Vous voyez ma souris? Oui. Donc naissance le samedi, on va avoir le congé employeur samedi, lundi, mardi. Ou alors, premier jour ouvrable suivant, on va avoir non pas le dimanche, puisque bah, c'est pas un jour ouvrable, on va avoir le congé employeur lundi, mardi, mercredi. Donc soit samedi, lundi, mardi, soit lundi, mardi, mercredi. Voilà. Touk, 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 touk. J'espère que c'est clair pour tout le monde cette histoire de DJT. Alors Nathalie qui continue sa question. Donc j'ai besoin de connaître comment ça va se passer pour l'attestation de salaire qui a été faite à Paris pour la première période et celle d'octobre sur la Meurthe-et-Moselle. Il faut les 3 derniers mois, lesquels pour la période d'octobre 2025. Donc là, en fait, sur la période, on le voit, ça peut être votre situation, Nathalie. Deuxième période et troisième période, le DJT de chaque période, c'est la veille de la période. C'est-à-dire que la période de référence, c'est les 3 mois qui précèdent. Si c'est un nouvel embauché chez vous, on est sur un cas classique de salaire rétabli, selon les règles de salaire rétabli avec nouvelle embauche. Et si jamais on a besoin d'éléments complémentaires de salaire, à ce moment-là, on ira chercher l'information directement auprès du salarié. Si vous faites de la DSN, automatiquement, les salaires précédents vont remonter. Si c'est via Net Entreprise, à ce moment-là, il faudra qu'on aille interroger le salarié pour avoir les éléments de salaire. Mais il vient d'arriver, il a droit à sa troisième période ou deuxième ou troisième période de congé paternité. Vous faites comme d'habitude, comme si c'était un arrêt maladie. En fait, ce qui va changer, c'est les salaires pris en compte. On prend les salaires moins 21%. Mais sur le fonctionnement du DJT, là, dans l'exemple de la deuxième et troisième période, c'est exactement comme un arrêt maladie tout à fait classique. Alors, Delphine qui nous dit, notre entreprise ne fonctionne pas en jour ouvrable, mais en jour ouvré pour tous les congés payés. Donc nos jours de naissance ne décomptent jamais le samedi. Ce n'est pas bon pour la CPM. Non, parce que le code du travail, c'est du jour ouvrable. Voilà, tout simplement. Donc nous, on se cale en fait, si vous voulez, et je vais vous montrer un exemple après. Enfin, il y a une situation particulière qui l'explique. On se cale vraiment sur le congé employeur qui est, lui, posé en jour ouvrable. Donc c'est nous, employeurs, qui choisissons le départ du congé employeur. Alors, c'est à discuter avec le salarié. Normalement, c'est lui qui pose ses jours. Donc, il vous dit, je prends telle date à telle date. Il faut qu'il respecte bien sûr le fonctionnement réglementaire de son congé employeur. Mais du coup, normalement, c'est le salarié qui vous dit. Et puis après, bon, bah, si ça pose problème, il faut s'organiser pour question de service ou de gestion de l'entreprise. Après, ça, c'est vous en interne. Donc voilà pour le DJT, on va dire de manière classique, les cas particuliers. Cas particulier, congé payé, le congé en premier, paternité décalé. C'est le seul cas où justement on va décaler. C'est un peu pour répondre à la question de tout à l'heure, enfin pour répondre pour apporter un complément à ce que je disais, où on se cale sur le congé employeur. C'est le seul cas où le congé employeur peut être décalé, c'est-à-dire ça, il va être décalé à la fin des congés payés. Votre salarié est en congé, la naissance pendant le congé, il termine ses congés. Au retour des congés, il a les 3 jours employeurs. Et donc, nous, derrière, bah forcément, les 3 jours employeurs, derrière, les 4 jours minimum obligatoires CPAM. Avec le DJT, dernier jour du congé employeur, toujours. Donc là, c'est le seul cas de figure où on va décaler. Et donc, c'est bien ce que je vous disais, on est sur des jours ouvrables congé employeur. Et on va nous se caler directement sur le congé employeur qui, lui, est décalé. C'est beaucoup calé, décalé, ça. Il faudra simplement nous préciser via le compte entreprise, je vous en parle après, que la personne était en congé et que, bah, par exemple, le DJT peut être amené à être déplacé de 15 jours, par exemple, parce que la personne était en congé. Autre cas de figure, votre salarié est en arrêt de travail. Arrêt de travail, la paternité d'abord. Donc, vous avez votre salarié qui est en arrêt de travail, on le voit, et naissance de l'enfant. La naissance de l'enfant va interrompre l'arrêt maladie. Donc vous avez tout de suite, comme avec la règle qu'on a vue tout à l'heure en jour ouvrable, etc., le congé employeur, et dans la foulée, les 4 jours minimum paternité obligatoire.
voire plus, hein. C'est 4 jours minimum, mais il peut tout poser d'un coup si ça va. Donc, les 3 jours employeurs dès la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable suivant, les 4 jours minimum obligatoires de la CPM, et derrière, soit la suite du congé paternité, soit de nouveau un arrêt de travail. Mais l'arrêt de travail est interrompu par ce congé paternité. Et il faudra une nouvelle prescription d'arrêt de travail si derrière ces 4 jours minimum, il est de nouveau en arrêt de travail. Bonjour, concernant les conditions d'ouverture de droit au cours des 6 mois, 1015 fois le montant du SMIC horaire fixé en début de cette période, ça fait une moyenne de 2009 par mois, ça me paraît beaucoup. C'est les textes, c'est 1015 fois le SMIC horaire sur les 6 mois précédents. Non, sur les 6 mois, attendez, je sais plus. Oui, c'est 2030 fois sur l'année, donc voilà, c'est 1015 fois sur 6 mois. Voilà, tout à fait, c'est ça. Alors, ça va concerner, Guillaume, par exemple, les mandataires sociaux qui, eux, n'ont pas d'heures, mais ils ont les salaires avec des cotisations. Voilà. Donc, l'arrêt de travail, paternité d'abord, et ensuite, de nouveau, éventuellement, arrêt maladie, si nécessaire. Autre cas de figure, l'enfant est hospitalisé. Donc là, pareil, on fait hospitaliser la paternité d'abord. Naissance de l'enfant, il est hospitalisé tout de suite en service néonat. À ce moment-là, d'emblée, on a le congé employeur avec la règle des jours ouvrables. Dans la foulée, les 4 jours minimum obligatoires de la CPM. Donc on a les 7 jours, comme d'habitude. Et derrière, si l'enfant est toujours hospitalisé, on va nous prendre en charge une indemnisation pouvant aller jusqu'à 30 jours maximum dans la limite de la durée d'hospitalisation de l'enfant. Par exemple, si l'enfant est hospitalisé au total 15 jours, donc on a les 7 jours employeurs, 7 jours employeurs et congé paternité minimum, donc les 7 jours de base. Et derrière, on va avoir 8 jours pris en charge au titre de l'hospitalisation de l'enfant, qui va en plus du congé paternité, hein, c'est pas à la place de, c'est en plus du congé paternité. Une fois que l'enfant est sorti de l'hôpital, ben, on arrête la prise en charge. Alors derrière, là, c'est une question d'organisation en interne en entreprise. Le père peut poser le reste de son congé paternité, par exemple. Mais cette prise en charge est spécifique tant que l'enfant est hospitalisé et c'est une indemnisation au titre de la paternité, donc avec le même calcul des IJ que ce qu'on a vu précédemment. Il faudra bien sûr nous envoyer le bulletin de situation, le bulletin d'hospitalisation de l'enfant avec date d'entrée, date de sortie, pour qu'on puisse nous bien caler les dates et pouvoir faire l'indemnisation, pardon, la plus juste possible. Donc là, cas particulier encore, l'hospitalisation de l'enfant, la paternité d'abord, les 3 jours employeurs à la naissance de l'enfant, le premier jour ouvrable suivant, les 4 jours minimum CPAM, puis derrière, une prise en charge éventuellement complémentaire si l'enfant est toujours hospitalisé, dans la limite de 30 jours. Et puis derrière, éventuellement, congé paternité ou reprise de l'activité, ça dépend. Autre cas de figure qui peut se présenter, le multi-employeur. Alors, ça vous concerne peut-être pas forcément directement, mais quelqu'un qui a plusieurs employeurs doit respecter au départ les 3 jours conventionnels employeurs plus les 4 jours minimum obligatoires. Donc en fait, ces 4 jours-là, c'est cessation totale d'activité chez tous les employeurs. On le voit là dans l'exemple, 3 employeurs, période obligatoire, c'est la même pour tout le monde. Par contre, les périodes non obligatoires derrière, pardon, peuvent être décalées. C'est pas forcément au même moment. Donc, vous pouvez avoir très bien un salarié qui a un autre employeur. Il sera arrêté 4 jours chez les 2 employeurs, ça c'est normal. Mais derrière, les périodes de complémentaires non obligatoires peuvent être différentes. Donc, ne soyez pas surpris si il travaille plus chez vous, mais il travaille chez un autre, ou il travaille chez vous, mais il travaille plus chez l'autre. C'est simplement qu'en fait, les périodes non obligatoires peuvent être différentes chez chaque employeur. OK? C'est bon pour les cas particuliers, hein, donc après, il n'y en a pas 36. Certains sont à la marge, hein, par exemple, la naissance de l'enfant pendant un arrêt de travail, ça arrive, hein, mais c'est pas ce qu'on voit le plus courant. Pendant les congés payés, on décale. C'est le seul cas de figure où on va décaler, c'est pendant les congés payés. Sinon, c'est toujours en arrêt maladie, même hospitalisation de l'enfant, c'est toujours les 3 jours employeurs à la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable suivant, et derrière les 4 jours minimum obligatoires CPAM, systématiquement. Et même pour un multi-employeur, les périodes obligatoires, on n'y déroge pas. Et derrière, par contre, les périodes non obligatoires, ça peut éventuellement bouger. Autre cas particulier, alors pas toujours forcément lié à la grossesse, à la maternité et à la paternité, c'est le congé deuil de l'enfant. Donc au décès d'un enfant ou personne de moins de 25 ans, y compris mort-né.
Donc pour le coup, on est bien sur le congé, pas sur la grossesse. Ayant atteint le seuil de viabilité, les parents ou personnes assumant la charge peuvent bénéficier d'un congé deuil dans l'année qui suit le décès. Donc c'est 8 jours au titre de la paternité. Il faut une attestation libre précisant que le salarié est en situation de congé de deuil, les dates de ce congé, et une attestation de salaire au motif de congé de deuil, bien sûr, faite sur Net Entreprise ou via la DSN si vous pouvez. Sachant que il y a des voilà. Si vous avez besoin d'informations complémentaires ou si vous voulez orienter votre salarié qui a des questions, c'est soit contacter nos services, lui 36 46, soit des informations complémentaires sur amélie.fr, bien sûr. Donc un peu particulier, mais qui fait partie des prises en charge spécifiques au titre de la paternité euh, pour le congé deuil. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, toutes ces informations-là? Ah, si il y a des questions, n'hésitez pas, on peut revenir dessus. Encore une fois, le support, vous l'aurez. Et précision aussi, là, on fait un webinaire ensemble, on est ensemble sur une demi-heure, trois quarts d'heure à parler de ces sujets-là. C'est pas juste un one-shot, vous avez la possibilité derrière de nous contacter soit via le 36 79, soit via le portail employeur qui est à disposition pour la CPM 54 ou via l'adresse mail du service si vous l'avez, vous pouvez contacter Eric ou moi si vous avez des questions par la suite sur ces sujets-là. Alors, pour nous transmettre les informations de salaire, deux possibilités, soit signalement en DSN, donc via votre logiciel de paye, soit via Net Entreprise avec une saisie d'attestation de salaire, comme j'imagine vous connaissez. Alors, l'avantage de la DSN, alors tout est facile et automatique. À partir du moment où la DSN mensuelle est bien paramétrée et que vous avez le petit module qui va bien, vous pouvez faire un signalement pour un congé paternité. Et quand on dit que c'est facile et automatique, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations à rentrer, contrairement à une attestation de salaire sur Net Entreprise. Si vous connaissez les deux, vous savez à quel point j'ai raison. Puisque là, vous rentrez le motif, donc c'est un congé paternité, le dernier jour de travail, les périodes d'absence, donc c'est les périodes de fractionnement du congé paternité, et l'ergonomie est différente hein, selon les logiciels, bien sûr, et une éventuelle subrogation. Vous envoyez, en fait, le système va automatiquement reconstituer l'attestation de salaire, et c'est quand même assez pratique. Donc, vous rentrez l'absence dans votre logiciel de paye. Il faut quand même penser à nous envoyer l'acte de naissance sur le compte entreprise. Alors, l'acte de naissance, les assurés ne nous les envoient pas. Donc, gardez le réflexe ou prenez le réflexe de nous envoyer systématiquement l'acte de naissance parce que sans ça, on ne peut pas faire la prise en charge du congé paternité. Et ça, vous pouvez l'envoyer via le compte entreprise. Donc la partie attestation de salaire en DSN, ça c'est automatique via le logiciel, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut penser à nous envoyer l'acte de naissance via le compte entreprise. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, pas systématiquement, Jean-Pierre, et justement, je vais en parler. Puisque quand vous êtes en DSN, justement, et du coup, c'est une bonne transition, merci. Quand vous êtes en DSN, on reçoit l'attestation de salaire, mais on reçoit également la période de fractionnement. Donc, et c'est précisé, à chaque période, première obligatoire, deuxième facultative, troisième facultative, un signalement en DSN, une attestation de salaire. Donc, vous faites le signalement, et si les périodes de fractionnement sont bien enregistrées, on reçoit automatiquement, nous aussi, de l'autre côté, les périodes de fractionnement. Peut y avoir des loupés. Ça peut éventuellement arriver. En fait, on va le constater, souvent, ça va être sur des chevauchements, des périodes de fractionnement qui chevauchent des mois. Ça commence à un mois, puis ça termine le deuxième mois, enfin le mois suivant. Et du coup, il peut y avoir des loupés par rapport aux périodes de fractionnement et ça va se couper en plein milieu. Donc, dans ce genre de cas, effectivement, vous pouvez avoir un compte-rendu d'attestation de salaire. On vous demande de nous envoyer le tableau de fractionnement. Mais je vais revenir dessus. Mais normalement, en DSN, on va dire le cas classique, en DSN, on reçoit l'attestation de salaire et la période de fractionnement. Vous n'avez pas de tableau à nous envoyer, uniquement l'acte de naissance pour qu'on puisse nous prendre en charge le congé paternité. Donc en DSN, c'est généralement automatique. Et derrière, on a la saisie sur Net Entreprise qui, elle, est plus complexe. Puisque vous allez avoir, bien sûr, quand vous êtes sur Net Entreprise, la saisie des informations du salarié. Et vous allez avoir la saisie des heures, pas des heures, des salaires surtout. En DSN, le calcul se fait automatiquement. On reçoit les salaires ils sont repris sur les DSN mensuels avec le calcul automatique des moins 21%. Là, pour le coup, vous devez saisir donc les salaires bruts soumis à cotisation sociale, sécurité sociale, maladie, moins 21%. Alors, dans l'absolu, c'est pas très compliqué, mais une erreur de virgule, bah, ça peut vite arriver, hein, mine de rien, c'est juste une erreur. Et on peut aussi le constater sur les salaires rétablis. Ça, j'ai vu assez souvent là récemment. Les salaires rétablis sur un congé paternité, c'est également en net.
Hein, si vous mettez du net, du réduit, comme on le voit sur l'attestation de salaire, là, vous cochez réduit. Vous mettez les salaires réduits en 21%. Si vous avez des salaires à rétablir derrière, sur les étapes, sur les étapes suivantes, il faut rétablir également en net. Sinon, bah, forcément, il y a un problème d'incohérence de salaire et vous avez un compte-rendu négatif et l'attestation, elle est rejetée. C'est pas compliqué. En DSN, le taux de rejet, il est d'à peu près 5%. Il y a 5% des attestations de salaire en DSN qui sont rejetées. Ça va être des incohérences au niveau d'un dernier jour de travail ou de date de subrogation, par exemple. C'est pas grand-chose. Par contre, le taux de rejet sur des attestations faites via Net Entreprise, on est aux alentours de 17-18%. Il y a 3 fois plus de rejets sur Net Entreprise que en DSN. Et ça augmente en congé paternité, congé maternité. Donc, vigilance par rapport à ça, surtout par rapport au salaire. On est toujours sur du réduit, moins 21%. Et dans la mesure du possible, je vous invite à passer par la DSN. Je fais une parenthèse. Si jamais vous avez un doute sur le fonctionnement de votre DSN pour les congés paternité-maternité, et vous dites, on ne sait pas les informations qui partent, parce que bah, bien souvent, vous n'avez pas l'attestation reconstituée. C'est pas un souci. Vous faites un ou deux congés paternité ou congés maternité, et vous nous contactez via le portail employeur ou via notre adresse mail. Vous contactez Eric et moi, et vous dites, voilà, on a fait un signalement DSN sur tel dossier, on prend les informations, et on vérifie que les informations sont bonnes. On en fait deux, trois comme ça ensemble, et comme ça, on vous confirme que vos attestations via les DSN sont bonnes, et derrière, vous pouvez dérouler sans aucun problème. Comme ça, au moins, vous faites en DSN, et surtout, vous gagnez énormément de temps, et surtout, vous avez beaucoup, bah, jusqu'à 3 fois moins de rejets de vos attestations de salaire, ce qui est quand même extrêmement pratique. Alors, donc, étape numéro 1, on fait l'attestation de salaire sur Net Entreprise à chaque période, ou le signalement via la DSN. 2, on transmet l'acte de naissance via le compte entreprise sur gérer un dossier d'indemnité journalière ou suivre un dossier d'indemnité journalière. Et vous pouvez tout simplement joindre l'acte de naissance. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et si vous êtes passé par Net Entreprise, là par contre, contrairement à la DSN, il faut nous donner les périodes de fractionnement. Alors, avant c'était via un tableau, mais là, via le compte entreprise, vous avez automatiquement les périodes qui vont pouvoir être déclarées via le téléservice. Donc, étape 1, on gère le dossier d'indemnité journalière, on rentre les informations du salarié avec le numéro de sécurité sociale avec la clé et les 3 premières lettres de son nom de famille pour être sûr que c'est bien le bon salarié. Deuxième point, on choisit le motif de l'absence, donc paternité, accueil de l'enfant, le dernier jour de travail, forcément. Et là, on demande l'origine de l'attestation de salaire. Sur le compte entreprise, vous allez voir à côté du digité, comme on le voit à l'écran, on vous dit est-ce que c'est une attestation qui est issue de la DSN ou de Net Entreprise? Si c'est issu de la DSN, vous marquez DSN et en dessous, tout de suite, vous pouvez joindre l'acte de naissance. Vous avez le petit bouton pour joindre le truc, je vais vous montrer. Par contre, si vous dites, bah, sinon c'est une attestation de salaire issue de Net Entreprise, le système vous propose automatiquement de déclarer les périodes de fractionnement. Est-ce que vous voulez? Oui, non, ça c'est vous qui décidez. Et derrière, vous avez possibilité de mettre directement les périodes de fractionnement dans le compte entreprise. Il n'y a plus de tableau à envoyer. Donc, la période 1, on voit que le système a déjà mis le DJT. On vous demandera la date de fin. Et en fait, pour la date de fin, vous avez un calendrier qui va s'ouvrir. Là, si vous cliquez sur le petit calendrier, vous avez un calendrier qui s'ouvre avec des jours grisés. Donc, vous ne pouvez pas choisir ces jours-là. Et vous avez des jours en gras. C'est tous les jours que vous pouvez choisir comme date de fin de congé paternité. Donc là, ça va jusqu'au 26 parce que bah, ça fera les 25 jours réglementaires de ce congé paternité. Donc, vous êtes guidé en fait sur ces périodes de fractionnement. Euh, tout simplement. Et là, vous avez en fait, quand vous choisissez une date, bah, vous avez des petits comptes rendus. La période saisie est conforme ou attention, la durée de période obligatoire doit être supérieure ou égale à 4 jours. Voilà, si vous êtes trompé dans les dates, le système vous dit attention, ça ne correspond pas à la réglementation. Et pour chaque période, vous pouvez, si vous les avez à l'avance, vous pouvez les rentrer ou vous pouvez revenir plus tard. Vous pouvez modifier les périodes jusqu'à la veille du début de chaque période et ça vous met à chaque fois le nombre de jours que vous avez déclaré, le nombre de jours restants et vous pouvez supprimer, rajouter des périodes. Ça, c'est vous qui gérez. Le compte entreprise, là, il est extrêmement bien fait, il est très ergonomique et surtout, il vous permet de gérer facilement les périodes de fractionnement de vos congés paternité avec forcément le dernier jour de travail. Et derrière, il vous dit les jours restants, ce qui reste, ce que vous pouvez mettre, etc., etc. Donc, c'est très bien fait. Et ça, via Net Entreprise, on vous demande, quand vous faites votre attestation de salaire via Net Entreprise, on vous demande de mettre vos périodes de fractionnement dans le congé, dans le compte entreprise. Je vais y arriver, excusez-moi. Le certificat d'accouchement suffit-il en cas de problème d'obtention de l'acte de naissance? Non, il nous faut l'acte de naissance.
Il nous faut absolument l'acte de naissance. Euh, donc, une fois que vous avez soit choisi l'attestation via la DSN, ou alors que vous avez rentré vos périodes de fractionnement parce que vous êtes passé par Net Entreprise, le système vous propose, constituer le dépôt, vous propose de rajouter des pièces. Et là, c'est le cas classique, motif de création de dépôt, demande initiale, vous validez, et derrière, le système vous propose de mettre, par exemple, l'extrait d'acte de naissance. Vous allez charger, c'est du format PDF, c'est 5 mégaoctets maximum. Donc ça, c'est valable pour ceux qui font des signalements en DSN ou des attestations de salaire via Net Entreprise. La différence sur le compte entreprise, ça va être les périodes de fractionnement pour les personnes qui vont faire des attestations de salaire via Net Entreprise uniquement. J'espère que c'est clair pour tout le monde ce que je raconte, hein. Attestation de salaire. DSN, j'ai déclaré mes périodes de fractionnement, j'ai juste à joindre mon acte de naissance via la compte entreprise. Si je passe par Net Entreprise, je fais mon attestation de salaire et dans le compte entreprise, j'ai ma période de fractionnement et l'acte de naissance. Donc ça, c'est le schéma classique, tout simplement. Donc plus de tableau à joindre, sauf si on a un souci de transmission de date. Ça peut arriver en DSN, je vous le disais, si par exemple on est à cheval sur 2 mois, ça peut arriver, c'est pas systématique, mais ça peut arriver qu'on ait un écueil au niveau des dates qui ne remontent pas. Bon, bah, c'est pas grave. L'attestation de salaire, on vous met un compte rendu négatif en vous demandant de nous transmettre les informations concernant les périodes de fractionnement parce que bah, on les a pas eues. Vous allez dans le compte entreprise et là, vous pouvez tout simplement nous transmettre via ce compte entreprise, non pas l'extrait d'acte de naissance, parce que vous l'aurez déjà fait, mais le formulaire de fractionnement pour le congé paternité. Tableau que vous pouvez retrouver sur amélie.fr. Dans les documents utiles, vous pouvez télécharger ce tableau-là et vous pouvez nous l'envoyer directement donc via le compte entreprise si on vous le demande. Donc vous avez c'est pour ça qu'il faut bien suivre en fait les comptes rendus des attestations de salaire, soit par mail que vous recevez quand vous êtes sur Net Entreprise, soit dans le tableau de bord DSN si vous êtes en DSN. Pour certains, des fois, vous pouvez les recevoir directement dans votre logiciel. Ça dépend des options, ça dépend de l'ergonomie. Du coup, ça peut arriver. À ce moment-là, vous nous envoyez le tableau de fractionnement que vous pouvez joindre via le compte entreprise que vous aurez trouvé sur amélie.fr. Donc voilà pour répondre à la question qui avait été posée tout à l'heure. Est-ce que vous devez nous envoyer le tableau de fractionnement? Non, sauf si on en a besoin, on vous le demande. C'est parce qu'on n'a pas reçu les dates. Ça peut arriver, un problème informatique, voilà, une date ne remonte pas. C'est pas un souci. Simplement, dès que vous avez le compte rendu, le plus rapidement possible, vous nous envoyez les tableaux. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ces affaires-là? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Eric se languit de vos questions. Alors, du coup, avantage. Alors, l'objectif, c'est pour vous, je pense à terme, pour ceux qui ne le font pas encore, c'est de passer en DSN parce que bah, vous le voyez, c'est quand même du gain de temps et de gestion, c'est moins de sources d'erreur. Donc, les avantages de la DSN, bah, les salaires sont renseignés automatiquement avec les DSN mensuels pour tous les employeurs. Les périodes sont transmises automatiquement à partir du moment où elles sont dans le logiciel. Moindre rejet d'attestation de salaire, je vous en parlais. Gain de temps pour vous, sécurisation et fiabilisation des données, euh, parce que c'est issu des DSN mensuels. Sur Neteux, malheureusement, il faut saisir les 8 étapes, 8, 9, 8, 8 étapes. Alors, 8 étapes réelles sur Net Entreprise, ressenti 16, je crois. Période à transmettre via le compte entreprise, bah, plus de risque d'erreur, plus de temps de saisie, c'est pas forcément très pratique. Après, même en plus, surtout, j'allais dire, même si vous pouvez me dire, ouais, mais j'en ai un par an. Bah, le problème, c'est que quand on n'en fait qu'un par an, se souvenir de la procédure et de savoir ce qu'il faut faire, c'est pas toujours évident. Donc, j'ai envie de dire, la DSN, c'est quand même plus pratique. Les cas de rejet les plus fréquents, là où on va toper les attestations de salaire et dire il y a un problème et on ne peut pas prendre en charge. Si vous dites pourquoi est-ce que mon congé paternité n'est pas pris en charge, pas d'acte de naissance reçu, l'attestation de salaire transmise avant le début du congé paternité, alors ça arrive, c'est rare mais ça arrive, ne nous envoyez pas les attestations de salaire par anticipation, il faut que la période ait commencé. C'est comme un arrêt maladie, vous n'envoyez pas l'attestation de salaire avant le début de l'arrêt maladie. Vous n'êtes pas au courant, c'est normal, mais là, vous êtes au courant de la période, donc ne les envoyez pas par anticipation. Le non-respect du nombre de jours à prendre, bah oui, c'est 25 jours ou c'est 32. Donc ça, et les 4 jours obligatoires surtout à respecter. Et le plus souvent, c'est le dernier jour de travail non cohérent sur la première période, parce que bah, il y a cette histoire de congé employeur qui est pas toujours évident, hein, je comprends. Euh, donc du coup, il faut être simplement être sûr de la date. Si jamais j'étais en train de penser à une chose, si jamais vous avez un doute sur un DJT, pareil, vous nous contactez via notre adresse mail ou via le portail employeur.
de la CPM 54. Vous dites, voilà, je voudrais avoir confirmation sur un DJT pour un congé paternité. Et puis, on refait le point avec vous, on revoit les dates, le fonctionnement, on vous appelle. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun souci là-dessus. On préfère que vous preniez un petit peu de temps pour nous appeler, parce qu'on est là pour ça déjà, et que derrière, vous gagnez du temps à pas devoir refaire d'attestation de salaire, et pour nous, nos agents, ne pas avoir à traiter deux, trois fois le même dossier, parce que malheureusement, on n'a pas les bonnes informations dès le départ. Donc voilà, tout simplement. Donc, les choses à retenir, privilégier la DSN si possible. Première période obligatoire, 3 jours minimum employeur, jour ouvrable, plus 4 jours assurance maladie assortie d'une interdiction d'emploi. Alors, interdiction d'activité, interdiction d'emploi, c'est un peu sévère. Interdiction d'activité, on ne bosse pas pendant les 4 jours. C'est pour ça que chez les multi-employeurs, les 4 jours obligatoires sont les mêmes pour tout le monde. Deuxième et troisième période sont non obligatoires. Ça arrive, on voit des congés paternité où il n'y a que 4 jours. 5 jours minimum pour chacune des périodes dans les 6 mois qui suivent la naissance de l'enfant. Je rajoute une précision par rapport à ça. Si jamais l'enfant est hospitalisé, par exemple pendant 30 jours, les 6 mois sont décalés de 30 jours. Hein. Ça suit en fait la sortie de l'hôpital de l'enfant. Dernier jour de travail, veille de l'indemnisation de l'assurance maladie. Et bien sûr, on dépose au moins l'acte de naissance sur le compte entreprise. Et vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le congé paternité. Maintenant, je considère que vous êtes des experts. Donc plus d'erreurs, plus de rejet d'attestation de salaire. De toute façon, si vous avez besoin d'informations complémentaires, je le disais, n'hésitez surtout pas à nous contacter, que ce soit pour l'utilisation des téléservices, comme le compte entreprise par exemple, ou pour d'un point de vue réglementaire. Le compte entreprise également, je pensais à une chose, si vous n'avez pas accès, c'est qu'il vous manque peut-être des habilitations ou des déclarations sur Net Entreprise. On peut également vous accompagner sur ces démarches-là. Dites voilà, j'ai pas accès au compte entreprise. Hop, on se fait une visio, on peut prendre la main à distance sur votre écran pour rajouter les téléservices nécessaires ou on vous accompagne dans les démarches si vous souhaitez le faire. Ça, c'est vous qui voyez. Ou vous pouvez contacter si c'est pour la gestion d'un dossier, le 36 79 pour savoir où ça en est, s'il manque des pièces, etc. Quel est le risque encouru en cas de travail de salarié pendant les 4 jours obligatoires? Si on le sait, déjà il y a suppression des prestations. Voilà, tout simplement. Après, on va pas envoyer la police, moi je crois pas. Mais non, non, suppression des prestations alors par contre, suppression des prestations et vu qu'il n'y a pas les 4 jours obligatoires, il n'y aura pas le reste du congé paternité. Prochain webinaire, ce sera les 25 et 27 novembre prochains. Et ce sera un webinaire consacré alors je vais dire la lutte contre l'absentéisme, mais surtout la prévention à la désinsertion professionnelle. C'est comment est-ce que sont accompagnées les personnes en risque d'inaptitude et en arrêt longue durée, et quels sont les dispositifs que l'assurance maladie met à disposition des employeurs et des salariés pour, pour prévenir la désinsertion professionnelle. C'est le titre du webinaire. Voilà, tout simplement. Très vaste sujet, oui, 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 il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mon collègue Eric vous parlera des dispositifs qui peuvent être mis en place. Voilà, tout simplement. Vous aurez la semaine prochaine, normalement, vous recevrez comme d'habitude le réflexe du mois avec le lien pour pouvoir vous inscrire. Vous retrouvez également les liens pour vous inscrire via notre portail employeur. Euh, on espère vous y voir nombreux. C'est un sujet qui n'est pas forcément évident, qui n'est pas un sujet du quotidien, parce que ça concerne certains types d'arrêts, mais qui est extrêmement important parce que le jour où ça arrive, on est un peu démuni, on ne sait pas forcément vers qui se tourner. Bon, là, vous aurez toutes les informations nécessaires. Si vous n'avez pas d'autres questions, j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour. On va pouvoir vous libérer. Merci à vous d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin de vos salariés, bien sûr. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Et encore une fois, on vous envoie le support et le replay, normalement jeudi ou vendredi. Et vous aurez toutes les informations. À bientôt et bon appétit, du coup, pour ceux qui vont manger.